Cette série documentaire a pour objectif d'expliquer et non de juger. Elle propose une analyse chronologique et factuelle de la situation du Venezuela, en tenant compte de son histoire, de son économie, de ses institutions et de son environnement international. Les événements présentés ici s'appuient sur des faits publics, des décisions officielles et des dynamiques géopolitiques reconnues. Ce travail ne vise pas à prendre position, ni à défendre un camp. Il cherche à donner des clés de compréhension, afin de distinguer les faits, les stratégies et les perceptions. Comprendre cette crise, c'est aussi mieux comprendre les formes modernes de confrontation internationale, où les conflits ne passent pas toujours par la guerre armée, mais par des mécanismes économiques, politiques et diplomatiques. Vous regardez une série documentaire d'analyse et de contexte. Épisode 1. Avant de parler de sanctions, de tensions diplomatiques ou de conflits politiques, il est nécessaire de revenir à la base. Pour comprendre la situation actuelle du Venezuela, il faut comprendre un élément central qui structure presque toute son histoire moderne, le pétrole. Ce documentaire ne cherche pas à accuser ni à défendre, il cherche à expliquer. Nous allons poser les fondations historiques, économiques et institutionnelles, sans lesquelles les événements récents n'ont aucun sens. Le Venezuela est un pays d'Amérique du Sud qui possède parmi les plus importantes réserves de pétrole au monde. Depuis le milieu du XXe siècle, cette richesse influence profondément l'économie nationale, le fonctionnement de l'État et les relations internationales du pays. Progressivement, le pétrole devient la principale source de revenus de l'État. Il finance les services publics, les programmes sociaux, les importations et une grande partie de l'activité économique. Cette dépendance crée une situation particulière. Lorsque les revenus pétroliers sont élevés, l'État dispose de marges de manœuvre importantes. Lorsque ces revenus diminuent, l'ensemble du système est fragilisé. Au fil des décennies, l'économie vénézuélienne se développe de manière très déséquilibrée. Les investissements se concentrent majoritairement dans le secteur pétrolier, tandis que l'agriculture, l'industrie et la production locale hors pétrole restent limitées. Le pays importe une grande partie de ce qu'il consomme, y compris des produits de base. Ce modèle fonctionne tant que plusieurs conditions sont réunies. Une production pétrolière stable, des prix internationaux favorables et un accès normal aux marchés financiers internationaux. Mais ce modèle crée aussi une vulnérabilité structurelle importante. L'économie devient extrêmement sensible aux chocs extérieurs, qu'ils soient économiques, financiers ou politiques. Le secteur pétrolier est largement contrôlé par l'État à travers l'entreprise nationale PDVSA. Les revenus de cette entreprise ne servent pas uniquement à des fins commerciales. Ils sont intégrés directement au fonctionnement de l'État et à la politique sociale du pays. Dans ce contexte, le pétrole n'est pas seulement une ressource économique. Il devient un outil politique, social et stratégique. Parallèlement à cette dépendance économique, l'État vénézuélien se caractérise par une forte centralisation du pouvoir. Historiquement, la présidence joue un rôle central dans les décisions politiques et économiques. Les institutions sont fortement politisées et l'exécutif exerce une influence importante sur les autres pouvoirs de l'État. Cette centralisation ne commence pas avec les crises récentes. Elle s'inscrit dans une trajectoire institutionnelle progressive, construite sur plusieurs décennies. Avant même les événements qui feront la une de l'actualité internationale, le Venezuela est donc un pays à la fois riche en ressources naturelles et fragile dans sa structure économique. Un pays où l'État dépend fortement du pétrole, où l'économie est peu diversifiée et où le pouvoir politique est fortement concentré. Ces éléments constituent la base indispensable pour comprendre ce qui va suivre. Car lorsque les équilibres économiques, politiques et internationaux commencent à se rompre, ce type de modèle devient particulièrement exposé aux crises. Dans le prochain segment, nous verrons comment ce contexte va évoluer avec l'arrivée d'un nouveau projet politique et comment cette évolution va progressivement transformer les relations du Venezuela avec le reste du monde. Épisode 2. À la fin des années 1990, le Venezuela entre dans une nouvelle phase de son histoire politique. Après plusieurs décennies, marquées par une alternance de gouvernements traditionnels, une partie importante de la population exprime un profond mécontentement face aux inégalités sociales, à la corruption perçue et à la gestion des richesses du pays.
C'est dans ce contexte qu'émerge une nouvelle figure politique, Hugo Chavez, élu président en 1998. Son arrivée au pouvoir marque une rupture idéologique claire avec les gouvernements précédents. Hugo Chavez propose un projet politique qu'il présente comme une révolution bolivarienne, inspirée de l'héritage de Simon Bolivar. Ce projet repose sur plusieurs axes principaux. Un rôle renforcé de l'État dans l'économie, une redistribution plus directe des richesses et une affirmation de la souveraineté nationale face aux grandes puissances étrangères. Dès le début de son mandat, le nouveau gouvernement entreprend une transformation profonde des institutions. Une nouvelle constitution est adoptée, renforçant le pouvoir exécutif et redéfinissant le cadre politique du pays. Le rôle de la présidence devient encore plus central dans la prise de décision. Dans le domaine économique, l'État accroît son contrôle sur les secteurs stratégiques, en particulier le pétrole. La compagnie pétrolière nationale PDVSA est placée plus directement sous l'autorité du pouvoir politique. Les revenus pétroliers sont utilisés pour financer de vastes programmes sociaux, appelés missions, destinés à améliorer l'accès à l'éducation, à la santé et aux services de base pour les populations les plus défavorisées. Pendant une partie des années 2000, ce modèle bénéficie d'un contexte international favorable. Les prix du pétrole sont élevés, ce qui permet à l'État de financer ses politiques sans recourir massivement à l'endettement. Pour une partie de la population, ces programmes entraînent une amélioration réelle des conditions de vie. Parallèlement, le discours politique du pouvoir se durcit sur le plan international. Les relations avec les États-Unis se tendent progressivement. Le gouvernement vénézuélien adopte une rhétorique critique envers l'influence américaine en Amérique latine et se rapproche d'autres pays partageant une position similaire. Cette orientation provoque une polarisation croissante à l'intérieur du pays. La société vénézuélienne se divise de plus en plus entre partisans du projet bolivarien et opposants au gouvernement. Les institutions, les médias et même les forces économiques reflètent cette fracture. Au fil du temps, le pouvoir exécutif consolide son contrôle sur les institutions clés. Les contre-pouvoirs institutionnels s'affaiblissent progressivement, tandis que l'opposition dénonce une concentration excessive du pouvoir. Le gouvernement, de son côté, affirme agir pour protéger la stabilité du pays et préserver la souveraineté nationale. Ce modèle présente cependant des limites structurelles. Malgré les importants revenus pétroliers, l'économie reste peu diversifiée. La production locale hors pétrole demeure insuffisante et la dépendance aux importations se maintient. Lorsque les conditions internationales deviennent moins favorables et que les tensions internes s'accentuent, ces fragilités commencent à apparaître plus clairement. Le système repose toujours largement sur le pétrole et sur la capacité de l'État à redistribuer cette richesse. À la fin du mandat de Hugo Chavez, le Venezuela est profondément transformé sur le plan politique et institutionnel. Le pays est plus centralisé, plus polarisé et plus dépendant que jamais de ses revenus pétroliers. Ces transformations constituent l'héritage direct sur lequel va s'appuyer la période suivante. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette trajectoire se poursuit après la disparition de Hugo Chavez et comment les fragilités accumulées vont progressivement se transformer en crise ouverte. Épisode 3. En mars 2013, le Venezuela entre dans une nouvelle phase de son histoire politique avec la disparition de Hugo Chavez. Cette disparition marque un moment de transition majeur pour le pays, tant sur le plan institutionnel que symbolique. À l'issue d'une élection organisée peu après, Nicolás Maduro accède à la présidence. Ancien ministre des Affaires étrangères et vice-président, il se présente comme le continuateur du projet politique initié par son prédécesseur. Dès le départ, son pouvoir s'exerce dans un contexte plus fragile. La légitimité du nouveau président est contestée par une partie de l'opposition, qui dénonce un résultat électoral serré et réclame davantage de garanties institutionnelles. La polarisation politique, déjà présente, s'accentue rapidement. Sur le plan économique, la situation commence à se détériorer. Les prix internationaux du pétrole, qui avaient soutenu le modèle économique durant les années précédentes, connaissent une baisse significative à partir de 2014. Pour un pays dont les revenus dépendent majoritairement des exportations pétrolières, cet événement a des conséquences immédiates. Les ressources financières de l'État diminuent, tandis que les dépenses publiques restent élevées.
Le gouvernement tente de maintenir les programmes sociaux et les mécanismes de soutien, mais les marges de manœuvre se réduisent progressivement. Dans le même temps, des déséquilibres structurels deviennent plus visibles. La production nationale hors pétrole demeure insuffisante. Les importations se raréfient en raison du manque de devises. L'inflation s'accélère, affectant directement le pouvoir d'achat de la population. Face à ces difficultés, le pouvoir renforce son contrôle sur l'économie. Des mesures administratives sont prises pour encadrer les prix, l'échange et la distribution de certains biens essentiels. Ces mesures visent officiellement à protéger la population, mais elles suscitent aussi des critiques quant à leur efficacité et à leurs effets secondaires. Parallèlement, la situation politique interne se tend davantage. Des mouvements de contestation apparaissent régulièrement, dénonçant la dégradation des conditions de vie, la gestion économique et le fonctionnement des institutions. Les réponses du pouvoir incluent des mesures de sécurité renforcées et un encadrement plus strict des manifestations. Sur le plan institutionnel, le pouvoir exécutif consolide progressivement son influence. Les relations entre les différentes branches de l'État deviennent de plus en plus conflictuelles. L'opposition accuse le gouvernement de réduire l'espace démocratique, tandis que le pouvoir affirme agir pour préserver la stabilité et l'ordre constitutionnel. À l'international, les relations du Venezuela avec plusieurs pays occidentaux se dégradent. Les États-Unis et certains de leurs alliés expriment de plus en plus ouvertement leurs préoccupations concernant la situation politique et institutionnelle du pays. Ces tensions diplomatiques viennent s'ajouter aux difficultés économiques internes. Dans ce contexte, le gouvernement vénézuélien renforce son discours de souveraineté nationale. Les difficultés économiques sont présentées comme le résultat de facteurs externes combinés à des pressions internationales. Le pouvoir met en avant la nécessité de résister à toute forme d'ingérence étrangère. Progressivement, le Venezuela entre dans une phase de crise multidimensionnelle. La crise n'est plus uniquement économique, ni uniquement politique. Elle devient institutionnelle, sociale et diplomatique. Cette période marque un tournant décisif. Les fragilités accumulées durant les décennies précédentes se manifestent désormais de manière simultanée. Le modèle économique centré sur le pétrole, la forte centralisation du pouvoir et la polarisation politique convergent pour créer une situation de grande instabilité. Dans le prochain épisode, nous analyserons comment cette crise interne va conduire à une nouvelle phase du conflit, marquée par l'entrée en scène directe des sanctions internationales et par une reconfiguration majeure des rapports entre le Venezuela et la communauté internationale. Épisode 4. À partir du milieu des années 2010, la crise vénézuélienne entre dans une nouvelle phase, marquée par l'utilisation croissante des sanctions internationales comme outil de pression politique et économique. Cette période correspond à un durcissement progressif des relations entre le Venezuela et plusieurs pays occidentaux, en particulier les États-Unis. Les sanctions ne constituent pas une action militaire. Elles relèvent d'une stratégie de coercition économique utilisée par certains États pour tenter d'influencer le comportement d'un autre gouvernement sans recourir à la force armée. Dans le cas du Venezuela, les premières mesures ciblées apparaissent sous forme de restrictions financières. Elles limitent l'accès du gouvernement vénézuélien et de certaines institutions publiques aux marchés financiers internationaux. Concrètement, cela signifie une difficulté accrue à emprunter, à restructurer la dette ou à effectuer certaines transactions en devises étrangères. L'objectif officiel avancé par les autorités américaines est double. D'une part, exercer une pression sur le pouvoir politique afin d'encourager des changements institutionnels et électoraux. D'autre part, limiter la capacité financière de l'État à maintenir son appareil de pouvoir. Au fil du temps, ces sanctions s'étendent et se complexifient. Elles ne se limitent plus uniquement à des individus ou à des institutions financières, mais concernent également des secteurs entiers de l'économie, en particulier le secteur pétrolier. Le pétrole étant la principale source de revenus du pays, toute restriction affectant ce secteur a un impact direct sur les finances publiques. Les limitations sur les exportations, les paiements et les partenariats internationaux réduisent la capacité de l'État à convertir le pétrole en liquidité utilisable. Du point de vue des autorités américaines, cette stratégie vise à créer un levier de négociation.
En réduisant les ressources financières du gouvernement, les sanctions sont censées accroître la pression interne et inciter à des concessions politiques. Du point de vue du gouvernement vénézuélien, ces mesures sont présentées comme une forme de guerre économique. Le pouvoir affirme que les sanctions aggravent les difficultés économiques existantes et affectent directement la population, notamment en limitant les importations de biens essentiels. Dans les faits, les sanctions interagissent avec une économie déjà fragilisée. Les déséquilibres structurels, la dépendance aux importations et la baisse des revenus pétroliers précèdent les sanctions, mais celles-ci viennent accentuer les contraintes existantes. Cette période est également marquée par une intensification du discours politique des deux côtés. Les autorités américaines insistent sur la défense de la démocratie et des droits institutionnels. Le gouvernement vénézuélien met en avant la souveraineté nationale et dénonce une ingérence étrangère. À l'intérieur du pays, les effets économiques se font sentir de manière progressive mais profonde. La rareté des devises complique l'approvisionnement. L'inflation s'aggrave. Les conditions de vie d'une grande partie de la population se détériorent. Il est important de souligner que les sanctions ne produisent pas des effets immédiats et uniformes. Leur impact dépend de multiples facteurs, la structure de l'économie, la capacité de l'État à s'adapter et les relations internationales alternatives disponibles. Face à ces contraintes, le Venezuela commence à chercher des stratégies de contournement. De nouveaux partenariats sont explorés. Des mécanismes informels ou indirects sont utilisés pour maintenir certaines exportations et importations. Cette phase marque un tournant majeur dans la crise. Le conflit ne se limite plus à une confrontation politique interne. Il s'inscrit désormais dans un cadre géopolitique plus large, où les décisions prises à l'extérieur du pays influencent directement la situation intérieure. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette pression internationale conduit à une crise de légitimité politique, avec l'émergence d'un double pouvoir et une bataille ouverte autour de la reconnaissance du gouvernement vénézuélien sur la scène internationale. Épisode 5. À partir de l'année 2019, la crise vénézuélienne entre dans une phase particulièrement complexe, marquée par une contestation directe de la légitimité du pouvoir en place et par une reconfiguration profonde des relations diplomatiques du pays. Dans ce contexte, une partie de l'opposition politique affirme que le processus électoral ayant conduit au maintien de Nicolás Maduro au pouvoir ne respecte pas les standards démocratiques reconnus à l'international. Cette contestation ne se limite plus à des manifestations ou à des déclarations internes. Elle s'inscrit désormais dans une stratégie visant à obtenir une reconnaissance politique extérieure. C'est ainsi qu'émerge la notion de double pouvoir. En janvier 2019, Juan Guaidó, alors président de l'Assemblée nationale, se proclame président par intérim du Venezuela en s'appuyant sur une interprétation de la Constitution. Cette proclamation est rapidement reconnue par les États-Unis ainsi que par plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe. À partir de ce moment, deux autorités revendiquent simultanément la légitimité du pouvoir exécutif. À l'intérieur du pays, les institutions clés, les forces armées et l'appareil administratif restent majoritairement alignés sur le gouvernement de Nicolás Maduro. À l'extérieur, une partie de la communauté internationale reconnaît Juan Guaidó comme représentant légitime de l'État vénézuélien. Cette situation crée une fracture diplomatique sans précédent. Des ambassades changent de statut. Des avoirs financiers de l'État vénézuélien à l'étranger sont gelés ou transférés sous le contrôle de représentants reconnus par les pays sanctionneurs. L'accès du gouvernement aux ressources internationales se réduit davantage. Du point de vue des pays qui reconnaissent l'opposition, cette stratégie vise à accélérer une transition politique. La reconnaissance internationale est utilisée comme un levier supplémentaire, venant s'ajouter aux sanctions économiques déjà en place. L'objectif affiché est de provoquer une reconfiguration du pouvoir sans recours à une intervention militaire directe. Du point de vue du gouvernement vénézuélien, cette situation est présentée comme une atteinte directe à la souveraineté nationale. Le pouvoir dénonce une tentative de changement de régime orchestrée depuis l'extérieur et affirme que les institutions internes restent les seules sources légitimes d'autorité. À l'intérieur du pays,
Les conséquences de ce double pouvoir sont multiples. La confusion institutionnelle complique la gestion administrative. Les tensions politiques s'accentuent. La population se retrouve prise entre deux récits contradictoires, chacun affirmant agir dans l'intérêt national. Sur le plan économique, la situation se détériore davantage. Les restrictions d'accès aux actifs extérieurs, combinées aux sanctions existantes, réduisent encore la capacité de l'État à financer les importations et les services publics. La crise sociale s'aggrave, alimentant une migration croissante vers les pays voisins. Avec le temps, l'élan initial de la reconnaissance internationale de l'opposition s'essouffle. Certaines attentes d'un changement rapide de pouvoir ne se concrétisent pas. Le gouvernement en place conserve le contrôle effectif du territoire et des institutions, tandis que l'opposition peine à transformer la reconnaissance diplomatique en pouvoir réel à l'intérieur du pays. Cette période révèle les limites de la stratégie du double pouvoir. Elle montre qu'une reconnaissance internationale, même large, ne suffit pas nécessairement à provoquer un changement politique durable lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'un contrôle institutionnel interne. À l'issue de cette phase, la crise vénézuélienne apparaît plus enracinée que jamais. Le pays est isolé diplomatiquement, affaibli économiquement et profondément divisé sur le plan politique. La confrontation ne débouche pas sur une résolution rapide, mais ouvre la voie à une nouvelle étape, marquée par des stratégies d'adaptation, de contournement et de repositionnement international. Dans le prochain épisode, nous analyserons comment le Venezuela, confronté à cet isolement prolongé, développe des stratégies alternatives à travers de nouvelles alliances, des circuits économiques parallèles et une redéfinition de sa place dans l'ordre géopolitique mondial. Épisode 6. Face à l'isolement diplomatique et aux contraintes économiques croissantes, le Venezuela entre dans une phase d'adaptation stratégique. Privé d'un accès normal aux marchés financiers occidentaux et confronté à des restrictions sur ses exportations pétrolières, le pays cherche de nouvelles marges de manœuvre à l'international. Dans ce contexte, le gouvernement vénézuélien réoriente progressivement sa politique étrangère. Il renforce ses relations avec des États qui ne participent pas aux sanctions et qui partagent, pour des raisons diverses, une volonté de limiter l'influence occidentale sur la scène internationale. Parmi ses partenaires figurent notamment la Russie, la Chine et l'Iran. Ces relations prennent des formes variées, accords énergétiques, coopération financière, échanges commerciaux ou soutien diplomatique dans les instances internationales. Pour le Venezuela, ces alliances permettent de maintenir une partie de ses exportations de pétrole, souvent à travers des circuits indirects ou des mécanismes de paiement alternatifs. Les transactions peuvent être réglées en monnaie autre que le dollar, par troc, ou via des intermédiaires, afin de réduire l'exposition aux sanctions. Du point de vue de ses partenaires, la coopération avec le Venezuela répond à des intérêts stratégiques propres. Elle permet d'accéder à des ressources énergétiques, de renforcer des alliances géopolitiques et, dans certains cas, de contester l'ordre économique dominé par les institutions occidentales. Parallèlement, le Venezuela développe des mécanismes internes d'adaptation. L'État assouplit partiellement certains contrôles économiques, notamment sur les changes et les prix, afin de relancer une activité minimale. Un secteur économique informel ou semi-formel prend de l'ampleur, jouant un rôle croissant dans l'approvisionnement du pays. Ces ajustements produisent des effets contrastés. Dans certaines zones urbaines, une reprise limitée de l'offre de biens et de services est observée. Cependant, ces améliorations restent inégales et ne compensent pas les pertes structurelles subies par l'économie dans son ensemble. Sur le plan politique, le discours officiel insiste sur la résilience et la souveraineté. Le gouvernement présente ces adaptations comme la preuve de sa capacité à résister à la pression internationale et à préserver l'indépendance nationale. Ce narratif s'adresse autant à la population qu'aux partenaires étrangers. Du côté de la communauté internationale qui soutient les sanctions, ces stratégies de contournement sont perçues comme des tentatives de maintenir le statu quo politique. Elles alimentent le débat sur l'efficacité réelle des sanctions et sur leurs conséquences à long terme, tant pour le pouvoir que pour la population. Cette phase met en lumière un élément central de la crise vénézuélienne. Les sanctions ne provoquent pas nécessairement un effondrement immédiat du pouvoir en place. Elles entraînent plutôt une transformation progressive du fonctionnement de l'État, de l'économie et des relations internationales.
À mesure que le temps passe, la crise se normalise d'une certaine manière. Elle devient une situation prolongée, marquée par des ajustements continus, des compromis pragmatiques et une redéfinition des équilibres internes. Le Venezuela n'est plus seulement un pays en crise, il devient un exemple de la manière dont un État sous forte pression internationale tente de se repositionner dans un environnement géopolitique fragmenté. Dans le prochain épisode, nous analyserons comment cette adaptation internationale se combine avec les enjeux électoraux internes, les contestations politiques et les réponses institutionnelles, ouvrant une nouvelle phase de tension autour de la légitimité du pouvoir. Épisode 7. À mesure que la crise économique et diplomatique se prolonge, la question électorale devient centrale dans la confrontation politique vénézuélienne. Les élections ne constituent plus seulement un mécanisme institutionnel régulier. Elles deviennent un enjeu de légitimité, à la fois interne et internationale. Dans ce contexte, le pouvoir en place affirme organiser des processus électoraux conformes à la Constitution et aux lois nationales. Le gouvernement soutient que la tenue régulière d'élections démontre la continuité de l'ordre institutionnel et la souveraineté du pays. De son côté, une partie de l'opposition politique conteste les conditions dans lesquelles ces élections se déroulent. Elle dénonce un déséquilibre dans l'accès aux médias, des restrictions administratives, ainsi que des décisions institutionnelles qui limiteraient la participation de certains candidats ou partis. Ces critiques sont relayées par plusieurs observateurs et gouvernements étrangers. Les États-Unis et certains de leurs alliés conditionnent progressivement toute évolution des sanctions à des avancées jugées crédibles sur le plan électoral. Les élections deviennent ainsi un levier central dans la stratégie de pression internationale. À l'intérieur du pays, cette situation renforce la polarisation. Pour les partisans du gouvernement, les contestations électorales sont perçues comme une remise en cause systématique des institutions nationales. Pour les opposants, elles représentent une tentative de verrouillage du pouvoir par des mécanismes institutionnels. Face à ces tensions, l'État renforce le rôle de ses institutions clés. Les autorités électorales, judiciaires et sécuritaires occupent une place de plus en plus importante dans la gestion du processus politique. Le pouvoir affirme agir dans le cadre de la loi et pour garantir la stabilité. Les réponses aux contestations incluent des mesures de contrôle accrues sur les manifestations, les partis politiques et certaines organisations civiles. Le gouvernement justifie ces actions par la nécessité de prévenir les troubles et de maintenir l'ordre public dans un contexte de forte pression interne et externe. Sur le plan international, les réactions sont contrastées. Certains pays reconnaissent les résultats des processus électoraux et maintiennent leurs relations diplomatiques avec Caracas. D'autres refusent cette reconnaissance et renforcent leur soutien politique à l'opposition. Cette divergence accentue l'isolement partiel du Venezuela sur la scène internationale. Elle complique également toute perspective de médiation consensuelle, les différents acteurs n'ayant pas la même lecture de la légitimité institutionnelle. Pour la population, les enjeux électoraux s'inscrivent dans un quotidien marqué par les difficultés économiques, les incertitudes sociales et la migration. La participation politique est souvent influencée par des préoccupations immédiates liées à l'accès aux biens essentiels et aux opportunités économiques. Cette période montre comment les élections, dans un contexte de crise prolongée, cessent d'être uniquement un mécanisme démocratique. Elles deviennent un espace de confrontation stratégique, où se croisent enjeux internes, pression internationale et calculs institutionnels. Le processus politique vénézuélien entre alors dans une phase de verrouillage progressif. Les marges de compromis se réduisent. La méfiance entre les acteurs s'installe durablement. Dans le prochain épisode, nous analyserons comment ces tensions internes se projettent au-delà des frontières du pays, notamment à travers les enjeux régionaux, territoriaux et géopolitiques qui viennent ajouter une nouvelle dimension à la crise. Épisode 8. À partir du moment où la crise vénézuélienne s'enracine durablement, ses effets dépassent progressivement le cadre strictement national. Les tensions internes, économiques et politiques commencent à avoir des répercussions régionales, ajoutant une nouvelle dimension géopolitique au conflit. Le Venezuela est situé dans une zone stratégique de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Ses relations avec ses voisins,
Ses routes maritimes et ses ressources naturelles lui confèrent une importance particulière dans l'équilibre régional. L'un des éléments majeurs de cette dimension régionale concerne le différend territorial autour de la région de l'Essequibo. Ce territoire, administré par le Guyana, est revendiqué depuis longtemps par le Venezuela. Bien que ce différend existe depuis plusieurs décennies, il prend une visibilité accrue dans un contexte de crise interne et de tensions internationales. La découverte et l'exploitation de ressources énergétiques dans la zone renforcent l'enjeu stratégique de ce territoire. Le différend ne se limite plus à une question historique ou juridique. Il s'inscrit désormais dans une logique économique et géopolitique plus large, impliquant des acteurs régionaux et internationaux. Pour le gouvernement vénézuélien, la question de l'Essequibo est présentée comme un enjeu de souveraineté nationale. Elle permet de mobiliser un discours d'unité nationale et de rappeler des revendications territoriales anciennes, indépendamment des clivages politiques internes. Du point de vue régional, cette situation suscite des inquiétudes. Les pays voisins appellent à la retenue et au respect des mécanismes diplomatiques et juridiques internationaux. Les organisations régionales tentent de promouvoir la désescalade afin d'éviter toute confrontation ouverte. Les États-Unis, présents historiquement dans la région, suivent ces évolutions avec attention. Ils réaffirment leur soutien à la stabilité régionale et à la sécurité de leurs partenaires, tout en maintenant leur position politique vis-à-vis du gouvernement vénézuélien. Parallèlement, les flux migratoires constituent un autre aspect majeur de l'impact régional de la crise. Des millions de Vénézuéliens quittent le pays au fil des années, cherchant des opportunités économiques et une stabilité sociale ailleurs. Cette migration affecte profondément les pays voisins, qui doivent adapter leurs politiques sociales, économiques et migratoires. La crise vénézuélienne devient ainsi un enjeu partagé. Elle ne concerne plus uniquement les autorités de Caracas, mais aussi les gouvernements, les institutions et les populations de l'ensemble de la région. Sur le plan diplomatique, cette situation complexifie toute tentative de résolution. Les intérêts régionaux, économiques et sécuritaires s'entrecroisent. Chaque acteur adopte une position influencée à la fois par ses principes, ses alliances et ses intérêts stratégiques. Cette extension régionale de la crise renforce l'idée que le Venezuela n'est pas isolé dans un conflit interne. Il est au cœur d'un ensemble de dynamiques géopolitiques qui dépassent largement ses frontières. Dans le prochain épisode, nous analyserons comment, face à ces enjeux multiples, la politique des sanctions évolue au fil du temps, entre allègement conditionnel, retour en arrière et ajustement stratégique, illustrant la nature changeante de la pression internationale exercée sur le Venezuela. Épisode 9. À partir des années 2022 et 2023, la stratégie internationale autour du Venezuela connaît une phase d'ajustement. Après plusieurs années de sanctions strictes et de blocages économiques, certains acteurs internationaux explorent des approches plus flexibles, sans pour autant renoncer à leurs objectifs politiques. Dans ce contexte, les États-Unis introduisent des mécanismes d'allègement conditionnel de certaines sanctions, en particulier dans le secteur pétrolier. Ces mesures prennent la forme de licences temporaires, autorisant des opérations limitées sous conditions précises. L'objectif affiché est d'encourager des avancées politiques et électorales jugées crédibles, tout en permettant une certaine reprise économique. Pour le Venezuela, ces allègements représentent une opportunité partielle. Ils permettent une augmentation contrôlée des exportations de pétrole et un accès plus large à certains marchés. Cette ouverture relative contribue à stabiliser temporairement certaines finances publiques et à améliorer l'approvisionnement en devises. Cependant, ces mesures restent strictement encadrées. Elles ne constituent pas une levée générale des sanctions, mais un outil de négociation. Les autorités américaines précisent que ces allègements peuvent être suspendus ou retirés si les engagements politiques ne sont pas respectés. Du côté du gouvernement vénézuélien, ces évolutions sont interprétées comme la reconnaissance implicite de la résilience du pays face à la pression internationale. Le pouvoir met en avant les signes de reprise économique partielle et affirme que le pays est capable de se redresser malgré les contraintes. Dans les faits, les effets économiques demeurent inégaux. Certaines zones et certains secteurs bénéficient davantage de cette ouverture limitée,
tandis que de larges portions de la population continuent de faire face à des difficultés persistantes. La reprise reste fragile et dépendante des décisions prises à l'extérieur du pays. À mesure que le calendrier politique interne avance, les tensions réapparaissent. Les discussions autour des élections, de la participation de l'opposition et des garanties institutionnelles restent source de désaccords. Face à ce constat, les autorités américaines annoncent un resserrement progressif des conditions associées aux licences accordées. Certaines autorisations sont limitées dans le temps ou non renouvelées. Cette évolution marque un retour partiel à une pression accrue, tout en maintenant la possibilité de futurs ajustements. La stratégie repose sur une alternance entre ouverture conditionnelle et rappel à l'ordre. Cette phase illustre la nature évolutive de la politique de sanctions. Celles-ci ne sont pas figées. Elles s'adaptent au contexte géopolitique, aux priorités énergétiques et aux dynamiques politiques internes du Venezuela. Sur le plan international, cette approche suscite des débats. Certains estiment que les allègements conditionnels offrent un levier de dialogue plus efficace. D'autres considèrent qu'ils risquent de prolonger le statu quo sans produire de changements politiques substantiels. Pour le Venezuela, cette période renforce l'incertitude. L'économie devient sensible aux annonces diplomatiques et aux décisions administratives prises à l'étranger. La planification à long terme reste difficile dans un environnement marqué par des ajustements fréquents. Cette séquence met en évidence une réalité centrale de la crise. Le conflit ne se résume pas à une opposition binaire entre sanctions et levée des sanctions. Il s'inscrit dans un processus continu de négociation, de pression et de recalibrage stratégique. Dans le prochain épisode, nous analyserons comment cette dynamique nourrit la perception d'une attaque contre le Venezuela et comment les actions économiques, maritimes et diplomatiques sont parfois interprétées comme des actes de confrontation directe, malgré l'absence de guerre militaire ouverte. Épisode 10. Au fil des années, une expression revient régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'idée que les États-Unis auraient attaqué le Venezuela. Cette perception mérite d'être examinée avec précision, car elle révèle un décalage entre le langage courant et la réalité des mécanismes géopolitiques contemporains. Dans le sens classique du terme, une attaque implique l'usage direct de la force militaire, bombardement, déploiement de troupes, affrontements armés. Or, dans le cas du Venezuela, aucun de ces éléments n'a eu lieu de manière officielle ou directe. Il n'y a pas eu d'invasion ni de guerre déclarée entre les deux pays. Cependant, l'absence de guerre militaire ne signifie pas l'absence de confrontation. Depuis le début de la crise, la pression exercée sur le Venezuela s'inscrit dans une forme de coercition moderne, principalement économique, financière, diplomatique et juridique. Les sanctions, les restrictions commerciales, le gel d'avoirs, les limitations d'accès aux marchés internationaux et les contrôles sur les exportations pétrolières constituent des instruments puissants. Ils agissent sur la capacité d'un État à fonctionner, à financer ses services publics et à maintenir un niveau de vie acceptable pour sa population. À cela s'ajoutent certaines actions ciblées, notamment dans le domaine maritime et énergétique. Des cargaisons sont bloquées, des navires sanctionnés, des entreprises dissuadées de commercer avec le Venezuela sous peine de représailles juridiques. Ces mesures, bien qu'elles ne relèvent pas de l'usage de la force armée, peuvent être perçues comme des actes hostiles par ceux qui en subissent les conséquences. Du point de vue des autorités américaines, ces actions s'inscrivent dans un cadre légal et stratégique précis. Elles sont présentées comme des outils de politique étrangère visant à encourager des changements institutionnels sans recourir à une intervention militaire directe, jugée coûteuse et risquée. Du point de vue du gouvernement vénézuélien, cette pression est assimilée à une forme de guerre non conventionnelle. Le pouvoir affirme que les sanctions et les restrictions équivalent à une attaque indirecte, car elles affectent l'économie, la société et la souveraineté nationale. C'est dans cet écart de perception que naît la confusion. Pour certains observateurs, l'impact concret des sanctions sur la population rend la distinction entre guerre militaire et coercition économique difficile à percevoir. Pour d'autres, maintenir cette distinction est essentiel pour comprendre la nature réelle du conflit. La crise vénézuélienne illustre ainsi une évolution des rapports de force internationaux. Les confrontations entre États ne passent plus uniquement par les armes.
Elles utilisent désormais des leviers économiques, financiers, technologiques et juridiques, capables de produire des effets durables sans déclaration de guerre. Cette réalité pose des questions fondamentales. Jusqu'où la pression économique peut-elle être utilisée sans basculer dans une logique de conflit ouvert? Quels sont les effets à long terme de ces stratégies sur les populations civiles? Et dans quelle mesure ces outils permettent-ils réellement d'atteindre les objectifs politiques affichés? En observant l'ensemble de la chronologie, une conclusion s'impose. La crise du Venezuela ne peut être réduite à une seule cause, ni à un seul responsable. Elle résulte de l'interaction entre un modèle économique fragile, des choix politiques internes, une polarisation institutionnelle et une pression internationale soutenue. Parler d'attaque est donc une simplification. Mais ignorer la violence économique et sociale produite par certaines stratégies serait tout aussi réducteur. Ce documentaire n'a pas pour objectif de trancher en faveur d'un camp. Il vise à fournir des éléments de compréhension afin que chacun puisse distinguer les faits, les stratégies et les perceptions. Comprendre le Venezuela aujourd'hui, c'est comprendre comment les conflits modernes se déploient sans chars ni missiles, mais avec des décisions administratives, des sanctions, des alliances et des rapports de force invisibles. Cette série se termine ici, non pas par une réponse définitive, mais par une invitation à la réflexion. Car dans un monde de plus en plus interconnecté, les crises d'un pays ne restent jamais confinées à ses frontières. Elles deviennent des miroirs des dynamiques globales qui façonnent notre époque. Épisode questions-réponses. Depuis le début de cette série documentaire, de nombreuses questions reviennent régulièrement. Cet épisode bonus a pour objectif d'y répondre de manière claire, factuelle et accessible, sans simplification excessive ni position partisane. Première question. Les États-Unis ont-ils réellement attaqué le Venezuela? Dans le sens militaire classique du terme, la réponse est non. Il n'y a pas eu d'invasion, ni de bombardement, ni de guerre déclarée entre les États-Unis et le Venezuela. Cependant, il existe une forme de confrontation indirecte, reposant sur des sanctions économiques, financières et diplomatiques. C'est cette réalité qui alimente l'idée d'une attaque dans le langage courant. Deuxième question. Les sanctions sont-elles la cause principale de la crise vénézuélienne? Les sanctions jouent un rôle important, mais elles ne constituent pas l'unique cause. La crise résulte d'un ensemble de facteurs. Une dépendance historique au pétrole, une économie peu diversifiée, des choix politiques internes et une polarisation institutionnelle marquée. Les sanctions interviennent dans un contexte déjà fragilisé et en accentuant certaines difficultés. Troisième question. Sans sanctions, la situation serait-elle réglée? Il n'existe pas de réponse simple à cette question. Une levée totale des sanctions pourrait améliorer l'accès au marché et aux devises, mais elle ne résoudrait pas automatiquement les problèmes structurels internes. La gouvernance, la diversification économique et la confiance institutionnelle resteraient des enjeux majeurs. Quatrième question. Pourquoi les États-Unis utilisent-ils les sanctions plutôt qu'une intervention militaire? Les sanctions sont perçues comme un outil moins coûteux, moins risqué politiquement et plus acceptable sur le plan international qu'une intervention armée. Elles permettent d'exercer une pression continue sans engager directement des forces militaires, ce qui limite les risques de conflits régional ou international. Cinquième question. Pourquoi le gouvernement vénézuélien reste-t-il en place malgré cette pression? Parce que le pouvoir conserve le contrôle effectif des institutions clés à l'intérieur du pays, notamment l'administration, les forces armées et une partie de l'économie. La reconnaissance internationale, à elle seule, ne suffit pas à provoquer un changement politique durable sans relais institutionnel interne. Sixième question. La population est-elle favorable ou opposée au pouvoir? La société vénézuélienne est profondément diverse et fragmentée. Il existe des partisans du gouvernement, des opposants convaincus, mais aussi une large partie de la population davantage préoccupée par les conditions de vie quotidiennes que par les débats politiques. Réduire la population à un seul camp serait une simplification. Septième question. Pourquoi parle-t-on autant du pétrole dans ce conflit? Parce que le pétrole constitue la principale source de revenus du pays et un élément central de sa souveraineté économique.
Toute restriction sur le pétrole affecte directement la capacité de l'État à fonctionner, ce qui en fait un levier stratégique majeur. Huitième question. Le différend avec le Guyana est-il lié à la crise interne? Ce différend territorial existe depuis longtemps, mais il prend une visibilité accrue dans un contexte de pression interne et internationale. Les enjeux énergétiques et régionaux renforcent son importance, sans pour autant en faire une simple diversion automatique. Neuvième question. La crise vénézuélienne concerne-t-elle uniquement le Venezuela? Non. Elle a des répercussions régionales importantes, notamment à travers la migration, la stabilité économique des pays voisins et les équilibres géopolitiques en Amérique latine et dans les Caraïbes. Dixième question. Y a-t-il une solution rapide à cette crise? À ce stade, aucune solution simple ou immédiate ne se dégage. La situation repose sur un équilibre fragile entre pression internationale, adaptations internes et négociations intermittentes. Toute évolution durable nécessiterait des changements à la fois internes et externes. En conclusion, cette série documentaire n'a pas pour objectif de fournir des réponses définitives, mais des clés de compréhension. La crise vénézuélienne illustre la complexité des conflits contemporains, où économie, politique, diplomatie et perception publique sont étroitement liées. Comprendre cette crise, c'est aussi mieux comprendre la manière dont les rapports de force internationaux s'exercent aujourd'hui, souvent sans guerre déclarée, mais avec des conséquences bien réelles.